La session parlementaire s'ouvre ce samedi 15 mars. L'ouverture de la dite session aura lieu dans un contexte marqué par la guerre d'agression dans l'est du pays. La réunion des ministres des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC aura lieu le lundi 17 mars 2025. L'annonce a été faite à travers un communiqué conjoint EAC-SADC. Vous avez raison de choisir la chaîne du repos pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Cette information en bref. Pour commencer, ouverture ce samedi 15 mars de la session parlementaire de mars. Une session qui s'ouvre dans un contexte marqué par la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda. Des questions sécuritaires, des finances publiques et diplomatiques seront au cœur de débats d'après plusieurs élus du peuple. Nous y reviendrons. La réunion des ministres des Affaires étrangères et communauté de développement de l'Afrique australe SADC et de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC est programmée pour le lundi 17 mars 2025 selon un communiqué conjoint EAC-SADC. Rachel Adasaliwala nous en dit beau. Initialement prévue le vendredi 28 février dernier à Harare au Zimbabwe, la réunion des ministres des Affaires étrangères de la communauté des développements de l'Afrique australe SADC et de la communauté de l'Afrique de l'Est est reprogrammée pour le lundi 17 mars 2025. C'est le ministre rwandais des Affaires étrangères qui les confirme. Olivier Nduhungirehe considère ce mois de mars comme un mois béni à cause de l'avancement de plusieurs initiatives de paix dans la région et plus précisément dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut dire que la convocation de cette réunion est conforme aux résolutions issues du sommet conjoint SADC-EAC tenu à Dar es Salaam, qui ordonnait qu'une réunion conjointe des ministres de ces deux organisations se tienne pour délibérer sur les rapports de la réunion conjointe des chefs des forces de défense qui demandaient le cessez-le-feu et la cessation des hostilités. La création d'un mécanisme de coordination technique au niveau du secrétariat pour surveiller la mise en œuvre des décisions du sommet conjoint. Une feuille de route détaillant les mesures de mise en œuvre immédiate à moyen et à long terme, y compris les modalités des financements et le traitement de toutes les autres questions résiduelles liées à la réalisation d'une paix et d'une sécurité durable dans l'Est de la RDC, et aussi formuler les recommandations appropriées à la prochaine réunion conjointe des sommets EAC-SADC. Autre titre, l'autodétermination d'une communauté congolaise ne peut se décider vu le caractère inclusif des territoires congolais. Cette théorie a été avancée par le ministre d'État en charge des ITPR, Alexis Guizaro, est convaincu que cela est impossible car aucun peuple ne vit seul dans un territoire donné. Patrick Issot nous en dit plus. La situation des Tutsis congolais est différente de celle vécue par les Noirs du Soudan, amenant à leur autodétermination. Avancé par Alexis Guizaro, il ne pourrait être possible aux Tutsis congolais d'en arriver là. Les terres qu'ils occupent en RDC, ils les partagent avec d'autres communautés, a-t-il souligné. Nous disons qu'il n'y a pas en République démocratique du Congo des espaces ou des personnes ou des communautés qui ont décidé qu'elles puissent être récupérées par le Rwanda ou que leurs espaces puissent être... Et il ne faut pas oublier aussi que, en parlant que des Tutsis, mais les Tutsis ne vivaient pas seuls, même dans l'époque coloniale ou l'époque des royaumes et des empires. C'est tant est qu'ils vivaient dans ces parties, dans ces espaces, Rutshuru, Masisi, ils n'étaient pas seuls. Et donc, lorsqu'on parle de... Même si on devait, dans l'impossible, je suis dans l'impossible où il y aurait quelqu'un qui voulait le faire, mais ce n'est pas que une communauté qui vit avec les autres, qui dit, moi, je décide que, voilà, je veux m'autodéterminer. Non. Ils étaient avec les Hutus, ils étaient avec les Nyanga, ils étaient avec les Houndé, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, ceux de notre communauté qui veulent servir ces intérêts-là ne pourront pas y arriver parce qu'il y a les autres communautés qui ne vont pas les rejoindre dans cette démarche-là. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, c'est tout simplement invraisemblable. Voilà pourquoi on utilise la terreur. Voilà pourquoi on utilise la force armée pour faire taire ceux qui
osent lever le doigt ou lever la bouche pour pouvoir dire le contraire de leur agenda. Une situation en tout cas qui doit être résolue par l'État congolais. Ceux qui soutiennent cette théorie absurde ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent nullement l'histoire de la RDC, surtout après la conférence de Berlin de 1885. Sur cette même lignée, la cohabitation des communautés en République démocratique du Congo passera sans doute par la connaissance des origines de différents peuples. Cette thèse a été soutenue par Alexis Guizarro, membre de la communauté Banyamulenge. Il l'a dit dernièrement lors du dernier briefing animé conjointement avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Suivez. L'ignorance de l'histoire de son pays peut conduire à la ruine d'un peuple. Ce qui se passe en RDC doit permettre aux autorités de se lancer dans une vaste campagne de sensibilisation pour expliquer aux Congolais l'origine de chaque peuple et chaque communauté. Cela changera la donne sur le terrain, a soutenu Alexis Guizarro Mouvouni, ministre d'État en charge de ZTPR. Jamais notre communauté n'a invité le Rwanda au Congo ou a demandé un quelconque plaidoyer du Rwanda ou son advocature pour régler nos problèmes. J'ai mis en avant le fait que nous avons un État responsable, un État qui doit régler les problèmes de conflits internes là où ils apparaissent. Donc nous ne nous sommes pas tus, nous l'avons dit. Mais peut-être que, et je peux accepter votre remarque en disant nous devrons le faire plus souvent. Peut-être, nous devons le faire plus souvent pour que la communauté nationale soit, ou l'opinion nationale soit beaucoup plus informée sur ces questions. Nous devrions réaliser des émissions historiques qui peuvent montrer effectivement que la problématique même des origines, que nous ne sommes pas une population qui est venue juste après les massacres qu'il y a eu au Rwanda. Parce que cette idée aussi circule dans la population en disant, voilà, ils sont arrivés ici en 1960, après que le Rwanda ait connu les massacres de 59, ou encore d'autres qui situent notre arrivée en 72. Des émissions pareilles doivent être organisées. Et moi, je peux vous dire que je l'ai fait sur d'autres chaînes de télévision. Alexis Guizarro Mouvouni a montré toute sa détermination à travailler pour changer la situation actuelle. Pour lui, tous ceux qui collaborent avec le régime de Kigali le font à titre personnel et en rendront compte. Dans le reste de nouvelles, la MONUSCO a remis le jeudi 13 mars aux responsables de la police nationale congolaise de Beni et Lubero Nord Kivu un charroi automobile constitué de 6 véhicules. Ces véhicules sont destinés au commissariat de Beni, Lubero et Oicha afin de faciliter la mobilité des policiers et soutenir les efforts de protection des civils dans les zones touchées par des conflits. Affermi Vita, reportage. La cérémonie de remise s'est déroulée au bureau du gouvernement en présence du chef de l'exécutif provincial, le général-major Évariste Somokakoulé. C'est le chef du sous-bureau de la MONUSCO à Beni qui a remis le clé à l'autorité provinciale. Dans le cadre de son mandat d'appui aux institutions, la mission onusienne soutient la police nationale congolaise pour contribuer à la sécurisation des entités de Butembo, Oicha et Lubero, ainsi qu'à la protection des civils. Abdourahman Ganda, chef du sous-bureau de la MONUSCO à Beni a souligné, je cite, « C'est vraiment important pour contribuer à la sécurisation urbaine de ces 3 entités que la MONUSCO a décidé d'assister la police. Nous ne nous arrêtons pas à ce niveau. Nous avons déjà effectué d'autres dons et nous allons continuer. » Fin de citation. Le général-major Évariste Kakoulé Somo, gouverneur de province, a salué l'appui multidimensionnel de la MONUSCO en général. Il a rappelé que la mission accompagne également la police nationale congolaise pour la formation et le renforcement des capacités de ces unités afin d'avoir une police encore plus professionnelle. La MONUSCO n'est pas son premier appui en faveur de notre police en termes de dons, de renforcement de capacités et même de coopération sur le terrain. Je suis sûr que cette collaboration va continuer, a-t-il déclaré. Le gouverneur du Nord Kivu a appelé ses collaborateurs de la police nationale congolaise à faire bon usage de ce charroi destiné à renforcer leur mobilité dans cette région en proie au conflit.
Et puis le chef de l'État a procédé à des nouvelles nominations. L'ordonnance portant nomination a été lue le jeudi 13 mars 2025 à la télévision nationale congolaise par la porte-parole du chef de l'État. Il s'agit d'un aide de camp, des officiers d'ordonnance et un assistant du conseil spécial en matière de sécurité et un conseiller spécial chargé des ressources extérieures et du suivi des projets. Suivez plutôt la porte-parole du président de la République, Tina Salama, pour la lecture des ordonnances. Article 1er est nommé aide de camp du chef de l'État, le major Tabou Eboma Tema. Ordonnance numéro 25/168 du 12 mars 2025 portant nomination des officiers d'ordonnance de chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 709, ordonne. Article 1er sont nommés officiers d'ordonnance de chef de l'État, les officiers de la police nationale congolaise dont les noms et matricules suivent. Commissaire supérieur Mayombo Mukendi Jacques, commissaire supérieur adjoint Chibangu Achibangu Rupert, ordonnance numéro 25/169 du 12 mars 2025 portant nomination d'un assistant du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité et nommé assistant intérieur du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, M. Kaninda Armel. Est nommé conseil spécial du chef de l'État chargé de ressources extérieures et du suivi des projets, M. Dumbi Kabangu Joe. Direction primature où la première ministre Judith Soumino a présidé une réunion technique avec le comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa. La chef du gouvernement a tenu à s'assurer de l'état d'avancement de ce projet d'envergure qui vise à désengorger la capitale congolaise et à améliorer les conditions de vie de ses habitants. La première phase du projet, qui comprend la création d'une zone industrielle, devrait générer plus de 10 000 emplois pour les jeunes, a affirmé Vita. À l'issue de la réunion, Thierry Katembo, coordonnateur du comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, a indiqué que les décisions sont prises pour accélérer le démarrage des travaux. C'était essentiellement pour faire un état des lieux. Savoir où on en était, quelles sont les dispositions, ainsi que les étapes à suivre. On a pu présenter l'état des lieux global, ainsi que la feuille de route pour l'année 2025, les projets à venir, les projets immédiats, ainsi que les différents contrats qui doivent être mis en place, les différentes conventions, contrats, les partenariats qui ont déjà été réalisés, ceux qui doivent se réaliser. Ça a été un échange vraiment important parce que des décisions ont été prises directement, séance tenante, des options ont été prises et même directement, je peux dire, les mesures d'application. La pose de la première pierre est programmée pour le mois de juin 2025, a fait savoir Thierry Katembo. On l'a annoncé déjà et remis la date à son Excellence Madame la Première Ministre. Nous avons donc ainsi transmis la feuille de route qui met au mois de juin pour la pose solennelle de la première pierre du projet de l'extension. À l'intérieur, il y a quelques projets que nous voulons démarrer, donc la cité industrielle, la plateforme hospitalière, le transport fluvial avec les bus fluviaux, pour insister, ainsi que le projet agro-pastoral aussi. Selon le comité stratégique de supervision, l'extension de la ville de Kinshasa s'étendra sur une superficie de 48 600 hectares dans la commune de Maluku, à l'est de la capitale. L'extension a lieu dans la partie est de la ville, donc à Maluku. On a un côté, on a le fleuve, de l'autre côté, on a la route nationale. Donc ça s'étend sur 43 000 hectares. De la route nationale jusqu'au fleuve, sur le site qui a déjà été identifié.
Par ailleurs, le comité a souligné que la sous-traitance en faveur des entreprises locales serait encouragée, offrant ainsi des opportunités économiques prometteuses pour les PME congolaises. Mois de mars, toutes les femmes sont à l'honneur. En ce jour, vers pâturage, fait un zoom sur Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo. Suivez plutôt le parcours de cette femme de distinction. Denise Nyakeru. Née à Bukavu, Denise Nyakeru Tshisekedi est la cadette d'une fratrie de 8 enfants. Elle est originaire du village Mwarima, territoire des Walungu, dans la province du Sud Kivu. Elle est la fille d'Étienne Nyakeru et de Christine Mtalushika, tous deux décédés en 1968 alors qu'elle n'avait que 9 mois. Elle perd ses parents à la suite d'un accident de la circulation. Mariée à Félix Antoine Tshisekedi et mère de 5 enfants, elle a obtenu son diplôme d'État au lycée Tobongisa à Kinshasa, puis s'est formée au métier d'infirmière à Bruxelles. Denise Nyakeru a exercé son métier d'aide-soignante dans différentes maisons de repos en Belgique. En 2018, elle quitte son travail pour accompagner son mari durant la campagne électorale présidentielle de 2018. Elle devient première dame de la République démocratique du Congo lors de la cérémonie d'investiture de son mari Félix Antoine Tshisekedi le 24 janvier 2019. En mai 2019, elle crée la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi qui porte plusieurs projets comme la santé des femmes, l'éducation des jeunes filles, l'autonomisation des femmes congolaises, la lutte contre toute forme de violence basée sur le genre, la lutte contre la drépanocytose ou encore l'octroi des bourses d'études universitaires locales et internationales sous forme des prix d'excellence scolaire. En février 2020, Denise Nyakeru lance les programmes Excellencia qui est constitué des bourses d'études dans des universités locales et étrangères aux meilleurs lauréats de l'examen d'État dans le but de promouvoir l'excellence scolaire. En mai 2019, Denise Nyakeru Tshisekedi est nommée ambassadrice de la bonne volonté des Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Pour la lutte contre les violences basée sur le genre et l'autonomisation de la femme. En décembre de la même année, elle est désignée championne mondiale de la prévention des violences sexuelles liées au conflit par le Bureau de représentation spéciale secrétariat général des Nations Unies chargé de cette question. En dehors de nos frontières, pour terminer, le président russe Vladimir Poutine a exprimé jeudi son soutien technique à la proposition de cesser le feu en Ukraine. Ceci, lors d'un point de presse qu'il a tenu, le président russe souligne de ce fait plusieurs nuances et problèmes sérieux à résoudre avant toute mise en œuvre affermit Vita. Lors de la conférence de presse, Poutine a précisé que toute trêve devait mener à une paix durable et régler les causes profondes du conflit, en particulier en ce qui concerne les préoccupations sécuritaires de la Russie en Europe de l'Est. Nous sommes d'accord avec les propositions de cessation des hostilités, mais nous partons du principe que ce cessez-le-feu doit être tel qu'il conduise à une paix à long terme et qu'il élimine les racines originelles de cette crise. Signalons que les négociateurs américains se trouvent actuellement en Russie pour discuter d'un cessez-le-feu de 30 jours. C'est par ici que se referme ce journal. Je vous en rappelle les grandes lignes. La session parlementaire s'ouvre ce samedi 15 mars. L'ouverture de la dite session aura lieu dans un contexte marqué par la guerre d'agression dans l'est du pays. La réunion des ministres des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC aura lieu le lundi 17 mars 2025. L'annonce a été faite à travers un communiqué conjoint EAC-SADC. Fin complète de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent début de week-end en compagnie de la chaîne du repos. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure.